Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des stages très précoces de l'acquisition du langage chez des bébés qui apprennent leur première langue. Et ensuite, nous verrons ce qu'il se passe lorsque on leur apprend une deuxième langue. Nous utilisons des méthodes comportementales et des méthodes cérébrales comme la distane pour essayer de comprendre à quoi ressemble le cerveau monolingue et le cerveau bilingue. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des langues, mais je pense que nous avons appris un certain nombre de leçons concernant l'acquisition des langues qui nous expliquent comment fonctionne le cerveau des enfants et comment l'association entre la biologie et la culture permettent de parvenir à certaines des capacités extraordinaires qu'ont les êtres humains. Je vais démarrer ce matin en vous présentant tout d'abord deux visages que vous connaissez certainement, qui ont fait un certain nombre de commentaires intéressants sur l'acquisition du langage. D'un côté, vous avez ici à droite B.F. Skinner, un psychologue américain, selon lequel l'apprentissage de la langue ressemble en fait à un rat qui apprend à appuyer sur une barre. Lorsque le rat appuie sur la barre et que l'on renforce ce comportement en lui donnant quelque chose de bon qu'il aime, l'animal apprendra très vite cette activité et apprendra à appuyer sur la barre. Il a écrit un ouvrage qui s'appelait « Comportement verbal » en 1957. Et puis Noam Chomsky du MIT a fait un commentaire très désagréable concernant ce livre en disant que l'apprentissage des langues n'avait rien à voir avec le comportement d'un rat qui apprend à appuyer sur une barre, que c'était une activité totalement différente. Selon Chomsky, une langue, c'est plus comme un organe à l'intérieur du corps qui se développe selon son propre schéma et mature avec le temps, mûrit avec le temps, et que la capacité à produire un langage avait plus à voir avec la sélection d'un certain nombre d'options innées spécifiques. Donc, ils avaient deux points de vue totalement différents. Un théoriste du langage, un nativiste qui croyait dans la structure. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'aucun des deux théoristes n'avait en fait réellement observé de bébé. Dans la psychologie moderne, la psychologie du développement qui a commencé à se développer dans les années 70 avec Peter Amundsen Brown, en fait, on a commencé à observer les enfants et à mener à bien d'ailleurs un certain nombre d'expériences très intéressantes pour comprendre ce que fait le bébé pour acquérir un langage particulier, une langue particulière. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que le bébé apprend? Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un ensemble d'expériences qui ont été réalisées dans le monde entier. Pas uniquement en Amérique d'ailleurs, mais même ici en France, avec Jacques Meller et un certain nombre de gens dans des pays du monde entier qui ont décidé que la manière de comprendre l'apprentissage dans le cerveau consiste à examiner ce que font de très jeunes bébés. C'est ce que nous allons faire précisément aujourd'hui. D'ici la fin de ma conférence, je vais vous avoir expliqué que la théorie qui apparaît aujourd'hui n'est plus rien à voir avec la théorie de Skinner de l'operant condition. Les bébés n'apprennent pas du tout par un conditionnement et un renforcement, une mise en forme particulière. Mais ce que disait Chomsky n'est pas forcément non plus totalement vrai lorsqu'il parle d'une structure innée qui est mise en place par l'exposition à un langage, qui est déclenché par l'exposition à un langage. Ce n'est pas que le fait d'entendre une langue qui déclenche cette option innée. Les bébés sont très très forts lorsqu'il s'agit de mettre en place des méthodes d'apprentissage dans l'étude de la langue, et leur apprentissage n'a rien à voir avec un conditionnement. Leur apprentissage est mieux décrit lorsque l'on travaille sur des mécanismes de l'apprentissage implicite. Il s'agit de mécanismes de la mémoire implicite. Ils absorbent des schémas lorsqu'ils nous écoutent parler, et certains de ces schémas d'ailleurs ont à voir justement avec un système de schéma statistique. Une mise en place d'un schéma qui peut prédire les sons utilisés par une langue et prédire des mots. Je vais vous faire voir justement une partie de ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Donc nous disons qu'il y a une nouvelle théorie qui n'est à la fois ni celle de l'apprentissage skinnérien, qui n'est pas non plus les théories de Chomsky, bien que Chomsky ait été à mon avis plus près de la réalité que Skinner, mais c'est en fait quelque chose qui fusionne la biologie et la culture et de manière très intéressante. Regardez ce graphique tout d'abord. C'est un graphique, une courbe que personne ne remet en question à l'heure actuelle, qui montre ce que les biologistes appellent la période critique, qui est montrée par les langues. Si vous regardez à votre âge sur cet axe et vos capacités sur celui-ci,
vous verrez que les bébés, lorsqu'ils apprennent une deuxième langue, sont de véritables génies jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. De 0 à 7 ans, si un enfant est exposé à une deuxième langue dans un environnement naturel, il va absorber cette langue sans aucun effort. Au-delà de l'âge de 7 ans, les choses commencent à changer. Il y a un déclin systématique qui se met en place dans la capacité à acquérir un langage. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas apprendre une deuxième langue au-delà de la puberté, mais plus on s'approche de la puberté, plus les capacités d'apprentissage changent. Et dans cette période précoce, les mécanismes d'apprentissage implicite sont très puissants. Au-delà de cet âge, au-delà de la puberté, l'apprentissage prend une forme totalement différente. Et si l'on apprend au-delà de cet âge, la grammaire de la langue, la phonologie de la langue seront différentes. On parle avec un accent et rien ne sera plus automatique. En tout cas, ça ne sera pas facile. Nous, ce que nous essayons de faire en laboratoire, c'est comprendre quelle est la magie qui permet au bébé d'apprendre de cette manière, qui fait que vous et moi, nous ne pouvons pas faire la même chose. Pourquoi est-ce que nos cerveaux à nous se comportent différemment lorsque l'on entend une nouvelle langue par rapport au cerveau d'un bébé ou d'un très jeune enfant pendant cette période? Si nous pouvions comprendre ce que le bébé fait, peut-être que nous pourrions créer des méthodes d'apprentissage des langues qui nous permettraient, à vous comme à moi, d'apprendre une deuxième langue aussi facilement que le fait un bébé. Ce serait génial. L'autre raison pour laquelle nous souhaitons comprendre ce qui se passe, c'est qu'en fait, ceci peut avoir un impact sur des troubles du développement tels que l'autisme, la dyslexie, le syndrome du X fragile, des troubles de langage. Et les premières années pendant lesquelles se mettent en place ces troubles du développement rendent pour l'enfant très difficile l'apprentissage des langues et le fonctionnement avec une langue normale. Si l'on a ce genre de troubles, et l'on pourrait peut-être, justement, si l'on comprenait mieux ces problèmes de développement, comprendre comment l'on pourrait intervenir pour aider ces enfants à apprendre des langues plus facilement, à l'époque où leur cerveau est encore plastique. Donc il est très important de comprendre les mécanismes qui se mettent en place pendant cette période. Des études ont été réalisées, ceci est un graphique complexe, mais il y a eu des études concernant la perception de la langue et la production de la parole pendant la première année de la vie. Ici, vous avez des cases qui représentent ce qui a été découvert dans les laboratoires du monde entier. Et ce qui est intéressant sur le plan du développement, c'est qu'à la fois dans la perception et la production de la phonation, il y a un rétrécissement des capacités. Très tôt, si l'on observe la perception ou la production, les enfants commencent dès le départ à entendre des différences parmi les sons de toutes les langues, mais plus ils approchent de leur premier anniversaire, plus cette perception va se rétrécir. Donc ils démarrent en tant qu'êtres très universels et petit à petit, ils se spécialisent dans leur capacité de perception. La même chose se produit pour la production de la phonation. Ils sont capables de produire toutes sortes de sons de manière universelle, des sons qui ne sont pas les sons d'une langue spécifique, mais un ensemble de sons très généraux que tous les bébés sont capables de produire. Mais à la fin de leur première année, il y a là aussi un rétrécissement de leur capacité de production. Donc en fait, il se passe beaucoup de choses pendant cette première année. Et au moment où vous entendez votre bébé dire son premier mot, généralement mama ou dada ou papa, le cerveau du bébé a absorbé la plupart des caractéristiques de la langue ou des langues qu'il entend. Et cette expérience d'écoute a façonné le cerveau déjà à ce stade-là. Alors, une des toutes premières découvertes, voilà une partie de la biologie du bébé. Voilà ce que nous avons appris de la biologie et pas de la culture. Au début de la vie, je vous ai dit que les bébés pouvaient discriminer tous les contrastes. Ce qui a été découvert par des expériences réalisées assez tôt par Peter Hymas, publié dans Science en 1971. Si vous prenez une syllabe ba et une autre syllabe b, pa, et vous créez un continuum qui se déplace en fait progressivement en changeant l'acoustique, la perception ne sera pas continue. La perception, en fait, sera catégorique. Ici, précisément ici, les bébés et les adultes entendent très bien la modification du son. Ici, vous entendez ba, 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 et d'un seul coup, vous entendez pa, 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 pa. Et les bébés montrent
ceci, cette capacité à discriminer ici, juste à la frontière, parmi tous les sons de toutes les langues pendant leur première année de vie. Ils entendent toutes les distinctions et ils montrent qu'ils sont capables de différencier ces sons précisément à la frontière. En 1975, j'ai montré moi-même que cela n'était pas uniquement vrai pour les bébés, c'était vrai également chez un certain nombre d'autres mammifères. Chez des animaux comme le chinchilla ou les singes, j'ai montré que l'écoute ou la parole sont meilleures ici, le long de la frontière. Ce qui était évidemment contraire par rapport à l'idée selon laquelle les mécanismes du langage ou évoluaient ex novo chez les humains. Au contraire, il semblerait qu'il y ait une continuité dans l'évolution et que les langues se sont créées en associant des morceaux et que ces morceaux existent chez des animaux non humains. Donc la capacité à avoir une perception très précise ici, le long de la frontière entre les phonèmes, existe chez les animaux comme chez les bébés. Alors comment pouvons-nous réaliser des expériences pour comprendre si les bébés entendent des distinctions non seulement en anglais, mais en français ou dans toutes les autres langues du monde? Ici, vous avez la technique de la rotation de la tête conditionnée qui a été inventée à l'université de Washington, à Seattle, pour tester l'audition et je l'ai adaptée en fait pour travailler sur la perception du langage. Dans la technique, le bébé est assis sur les genoux de sa mère ou de son père et il y a une assistante qui joue avec des jouets, qui déplace les jouets, qui essaye de capturer l'attention du bébé et de la conserver du côté droit. En même temps, il y a un haut-parleur de l'autre côté qui produit un son tel que A, A, A. Et le bébé doit écouter et attendre un changement et tourner sa tête lorsqu'il entend un changement. Et là, il aura un renforcement visuel. Voilà un bébé, donc je vais vous faire voir un petit film. Un bébé qui distingue ici A de E et qui tourne la tête au bon moment. As young as 6 months old, hear the difference between two vowels. This baby is trained to... Un bébé de 6 mois entend la différence entre des voyelles. L'enfant est distraite, elle ne va tourner sa tête que lorsqu'elle entendra une différence dans le son. Question clé. Est-ce qu'elle va tourner la tête avant que le jouet ne s'allume? Okay, so the baby's... Donc vous le voyez, ce bébé est vraiment très intelligent et comprend très vite. Nous avons réalisé ce genre d'expérience dans le monde entier grâce à cette même technique. Nous avons des laboratoires dans 8 pays différents dans lesquels nous utilisons cette technique de la rotation de la tête pour tester des bébés avec les sons de toutes les langues. Et grâce à cette technique et à un ensemble d'autres techniques, on peut montrer que au cours des 6 premiers mois de la vie, les bébés sont capables de distinguer n'importe quel son dans n'importe quelle langue et d'opérer une discrimination entre ces sons. Par exemple, il y a des contrastes phonétiques qui sont importants en français mais pas en anglais, ou il y en a qui sont importants pour des langues telles que l'ourdou, le japonais, qui peuvent être entendus et différenciés par de jeunes bébés, mais plus par des adultes. Et les expériences ont montré que les bébés étaient en fait des citoyens du monde, qu'ils pouvaient entendre des distinctions dans toutes les langues, mais que nous, en tant qu'adultes, nous sommes en fait des auditeurs limités par leur propre culture. Nous entendons les différences dans notre propre langue ou dans une langue à laquelle nous avons été exposés pendant les 7 premières années de notre vie, mais plus les distinctions qui ne sont pas utilisées dans notre langue. Donc nous sommes des auditeurs limités par leur culture alors que les jeunes bébés sont des citoyens du monde. Prochaine question, quand est-ce que cela change? Quand est-ce que les bébés passent de citoyens du monde à auditeurs limités par leur culture? Et la réponse est en fait avant leur premier anniversaire. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un graphique qui montre le résultat de cette expérience de rotation de la tête réalisée à Tokyo, au Japon, et à Seattle, donc à Washington, en Amérique. Les bébés sont testés sur les sons ra et la. En anglais, c'est une distinction très importante. Il y a une différence entre rake et lake, read et lead. Ce sont vraiment des sons qui ont des sens différents en fonction du R et du L, mais pas en japonais. En japonais, on peut utiliser les deux sons, cela ne changera rien au sens du mot. Donc vous pouvez le voir que très tôt au cours du développement, les bébés sont tous sur le même plan. Entre 6 et 8 mois, ils sont tous au même niveau et 2 mois plus tard, il se passe quelque chose. Les bébés américains qui entendent le son R et L en anglais américain s'améliorent alors que les bébés japonais qui n'entendent plus le R et le L parce qu'en fait en japonais le son est un petit peu entre les deux, ne font plus la différence. Et du coup, leur score diminue. Mais les deux groupes de bébés
se préparent pour apprendre leur langue, l'anglais ou le japonais. Il est très important que les bébés japonais ignorent cette distinction puisqu'ils n'en ont pas besoin, elle n'est pas importante en japonais. De la même manière, il est important que les bébés américains comprennent cette distinction. Donc à l'âge d'1 an, lorsque les premiers mots apparaissent, les bébés ont déjà fait le tri entre ces sons. Donc, d'un côté de cette ligne, ils sont citoyens du monde. De l'autre côté de la ligne, ils sont devenus auditeurs limités par leur culture telle que nous le sommes. On peut répéter ces mesures avec des électroencéphalogrammes. Ici, le bébé porte une sorte de bonnet dans laquelle il y a des capteurs qui détectent l'activité électrique qui passe à travers le scalp, et il est très facile d'enregistrer ces ondes qui sont en fait une signature de la capacité à discriminer entre les différences des sons qu'ils entendent. Et si vous faites une mesure à l'âge de 7,5 mois, cela prédit la croissance, le développement de la langue jusqu'à 30 mois. Donc vous avez un bébé ici avec ce petit bonnet qui écoute un son en anglais. Ici vous avez le son d'une autre langue. Et si le bébé sait bien faire la différence entre les sons de sa langue maternelle, on peut voir que le taux de croissance de la langue sera meilleur lorsqu'ils sont dans la partie supérieure de la distribution. Et la discrimination ERP jusqu'à 7 mois et demi prédit donc la croissance, le développement du nombre de mots jusqu'à 30 mois. Par contre, ceux qui n'ont pas un bon résultat n'auront pas non plus une croissance de leur langue aussi rapide. Et ce qui n'est vrai que si l'on écoute les sons de sa propre langue. Si l'on écoute des sons d'une autre langue, et que l'on développe son nombre de mots rapidement, on ignore les différences entre les sons de la langue inconnue. Donc il est important que les bébés écoutent et se concentrent sur les sons de leur propre langue. Cette période de 2 mois, entre 6 mois et 8 mois, est très importante pour le développement des sons. C'est ce que nous appelons la période sensible, la période critique pour le développement des sons. Et que se passe-t-il exactement dans le cerveau du bébé pendant ces 2 mois ? Moi, ce que je voudrais vous faire voir, c'est en fait qu'il y a 2 choses qui se produisent ici. La première, c'est ce que l'on appelle l'apprentissage computationnel ou statistique. Une approche computationnelle de l'apprentissage dont les bébés sont tout à fait capables. Et deuxièmement, et ça n'a rien à voir avec l'aspect computationnel, il s'agit là des capacités sociales du bébé. En fait, nous arrivons à la théorie selon laquelle les bébés associent un apprentissage implicite de type computationnel avec une approche sociale qui leur permet de réagir aux personnes. Alors, je vais tout d'abord parler de la partie computationnelle. Je voudrais que vous écoutiez 2 femmes qui parlent ce que l'on appelle en anglais le motherese, la langue des mères. C'est en fait un signal que tous les bébés adorent dans le monde entier. C'est universel, c'est un son très particulier, souvent avec une tonalité assez élevée, avec des contours particuliers, et c'est très lent afin que les bébés puissent bien entendre et réagir. Vous entendrez une femme américaine qui parle anglais à son bébé, et ensuite une maman japonaise qui parle japonais à son bébé. On y va. So pretty and nice. うわー、大きな茶色いお目目。そして綺麗な黒い髪。Okay, so Voilà, donc vous voyez, les bébés adorent entendre ce genre de langage, quelle que soit la langue, parce que c'est très modulé. Et que font les bébés lorsqu'ils écoutent? Eh bien, les expériences réalisées dans les différents pays, aux États-Unis, mais pas seulement, dans différents laboratoires du monde, montrent que les bébés font très attention aux statistiques du son. Les statistiques, c'est-à-dire le nombre de sons qui sont d'un certain type. En résumé, voilà ce qu'ils font. Lorsqu'ils écoutent l'anglais, ils sont sensibles au nombre de R et de L qui sont prononcés dans la langue. Et c'est d'ailleurs à cela que ressemble la distribution de l'anglais concernant les R et les L. Alors que la statistique pour la maman japonaise ressemble à ceci. Elle produit le son R à la japonaise, mais pas le son R ou L anglais. Et ces statistiques sont importantes pour le bébé. On peut modifier ce à quoi les enfants font attention et changer leur capacité de discrimination en laboratoire en changeant la distribution des statistiques. On peut modifier en 2 minutes la manière dont les bébés vont écouter. Vous pouvez les faire écouter comme du japonais ou comme des japonais ou comme des anglais en modifiant la distribution des sons. Donc le cerveau du bébé prend en compte des statistiques. Et c'est important
de comprendre ce à quoi le bébé fait attention. Et ces expériences ont été montrées pour des stimuli auditifs, mais également visuels ou autres types d'informations sensorielles. Le cerveau du bébé absorbe ce qui se passe autour de lui dans le monde, sur le plan auditif, visuel et également peut-être d'autres manières. Et ces statistiques, ce que les bébés voient et entendent, modifient le cerveau des bébés. Et voilà ce qui change le bébé, qui fait qu'il ne sera plus un citoyen du monde, mais un auditeur limité par sa propre culture. Parce qu'en fait, il baigne dans des langues qu'il entend de vous, de moi, en tant qu'adulte. Il est donc très important que nous parlions au bébé, parce que c'est comme cela qu'ils vont apprendre en nous écoutant. Et je peux vous faire voir à quoi cela ressemble justement cette langue des mères. Enregistrement réalisé dans un laboratoire. En fait, on compare ici une mère qui parle à un adulte et ensuite une mère qui parle à un bébé. Quand elle parle à un adulte, elle dit « Ah, j'avais quelque chose, le médecin, m'a donné de la bandectine pour me soigner. » Donc, c'est une fréquence fondamentale tout à fait caractéristique. Mais ensuite, elle se tourne vers son bébé qui est assis sur ses genoux et elle lui dit « Ah, est-ce que tu peux dire « Ah, allez, dis « Ah, oui, ah, dis bonjour ». Donc vous voyez, là, la tonalité est beaucoup plus élevée, très élevée d'ailleurs, à ce moment de la journée. Et il n'y a pas de bébé dans la salle de toute façon, donc ça n'est pas facile à faire. Mais voilà, les mamans, quelle que soit leur nationalité, parlent tout à leur bébé de cette manière. Les papas aussi d'ailleurs, parfois, tous les gens en fait, lorsqu'ils parlent à des bébés, parlent de cette manière. Et les bébés, si vous leur donnez la possibilité, essaieront toujours d'écouter cette langue maternelle, cette langue des mamans. Et en fait, c'est intéressant parce que cette langue de la maman allonge la distribution statistique. Nous avons montré dans un article en 97, en anglais, en russe et en suédois, que si l'on prend les voyelles I, A, OU, en anglais, en russe comme en suédois, les triangles que vous voyez en rouge ici représentent la façon dont on parle au bébé, les triangles bleus, la façon dont on se parle entre nous, entre adultes. Et lorsque nous parlons au bébé, nous parlons de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus lente. Et c'est d'ailleurs mieux pour le cerveau des bébés. Lorsque nous parlons entre nous, entre adultes, nous utilisons des différenciations beaucoup plus réduites, nous parlons plus vite et nous n'articulons pas aussi clairement. Donc, lorsque nous parlons à des bébés, nous faisons des efforts pour que tout soit clair pour eux. Et c'est très important et c'est très bon pour leur cerveau qui est en plein développement. Il a été montré que plus les parents utilisent ce langage allongé, ralenti, et meilleure sera la discrimination de la part du bébé. Et lorsque les bébés essayent de nous imiter, c'est très important également, parce que si les voyelles prononcées par la mère I, A, ou d'un point de vue acoustique se trouvent ici précisément, le tractus vocal de l'enfant est beaucoup plus réduit. Or, il essaye de produire des fréquences beaucoup plus élevées pour essayer d'imiter le son qui provient de sa mère. Cette capacité et cet intérêt social dans le langage est important parce que chez les enfants qui souffrent d'autisme, on voit en fait qu'ils ne sont pas intéressés par cette langue de la maman, ce motherese. Je vais vous faire voir en fait que si on écoute un son qui est synthétique, qui n'est pas un son parlé, ils vont se tourner plutôt vers ce ton, ils vont aller vers cet analogue de la parole qui n'a pas de sens. Et je vais vous faire voir, vous avez ici la langue de la maman. She's saying, look what I have. Elle dit à son bébé, regarde, regarde, j'ai un petit pot ici. Et voilà l'analogue. That's a very different. Donc c'est un son très différent. Et le bébé souffrant d'autisme va préférer cet analogue synthétique que la parole de la maman. Il va se tourner toujours vers l'analogue plutôt que vers la maman. Et nous pensons que cela pourrait être un biomarqueur pour l'autisme. Ce test de préférence auditive peut se réaliser très tôt dans le développement, à peu près 15 semaines. Et nous faisons à l'heure actuelle une étude clinique pour étudier les frères et sœurs, la fratrie en fait, les bébés, frères et sœurs d'enfants souffrant d'autisme dans des familles dans lesquelles il y a déjà un enfant qui souffre d'autisme. Nous testons les petits frères et petites sœurs avec ce test pour essayer de comprendre si cela nous permettra de diagnostiquer l'autisme beaucoup plus tôt, à une époque dans laquelle nous serions en mesure d'intervenir sur le développement à une phase très précoce du développement lorsque le cerveau est encore plastique. Et ce travail nous a amené à une nouvelle hypothèse selon laquelle le cerveau social
joue un peu un rôle de portail par rapport aux capacités computationnelles des bébés. Les bébés sont capables d'un apprentissage statistique, mais dans l'apprentissage de la langue, avec les langues sont complexes, nous pensons qu'ils ont besoin d'un stimulus social. Il leur faut une interaction sociale avec des adultes pour pouvoir enregistrer les statistiques de la langue. Et cette hypothèse provient du travail réalisé sur l'autisme et du travail réalisé sur les capacités des bébés pendant une phase de développement normale. Je vais donc vous faire voir le test qui nous a amené à cette hypothèse. Le test commence par une exposition au mandarin, au chinois mandarin. Nous avons réalisé des expériences à Taipei et aux États-Unis, qui ressemblaient en fait un petit peu à l'expérience de tout à l'heure avec les mamans japonaises et américaines. Ici, nous testons des sons chinois chez des bébés qui ont de 6 à 8 mois, ensuite 10 à 12 mois à Taipei et à Seattle. À l'âge de 6 à 8 mois, les bébés à Taipei et à Seattle sont exactement au même niveau. Ils ont un taux d'exactitude d'à peu près 65%. Et 2 mois plus tard, les bébés taïwanais sont bien meilleurs, alors que les bébés américains voient leur score diminuer. C'est en fait la même situation que vous avez constatée tout à l'heure avec les sons R et L en japonais, avec les bébés à Tokyo et les bébés aux États-Unis. Nous avons décidé d'exposer en fait des bébés américains à la langue chinoise, au mandarin, pendant cette première phase critique du développement entre 8 et 10 mois. Nous avons fait venir des bébés américains au laboratoire. Nous leur avons fait écouter des étudiants en 3e cycle qui venaient de Chine ou de Taïwan et dont la langue maternelle était le mandarin, qui s'asseyaient par terre, qui jouaient avec les bébés pendant 12 sessions avec des bébés âgés de 9 à 10 mois et demi, des sessions de 25 minutes, et il y avait 4 étudiants différents. Donc c'était une situation très naturelle. Et je vais vous faire voir justement une vidéo pour vous montrer quelques exemples de nos sessions. 早安 Fin， 嗨，我们要来讲一个故事哦。今天要讲的故事是《小熊七七探险记》，来看看发生了什么事情哦。小熊七七在这里，好。哦，有一天啊，小熊七七。How is your Mandarin? Alors, est-ce que votre mandarin s'améliore? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Non, je peux vous dire que les bébés adoraient ces sessions. Ils faisaient très attention à l'étudiante qui parlait en mandarin. Et regardez le visage de ce bébé d'ailleurs. 绿色的圈圈，绿色的圈圈，转一下，转一圈，嘿，一圈，再一次哦。转1、2、3，两个圈，再一个1、2。Okay. So, Voilà. Alors, est-ce que eux, ils ont appris quelque chose? Qu'est-ce que nous avons fait à leur petit cerveau en les exposant à cette langue totalement nouvelle pour la première fois à l'âge de 9 mois? Évidemment, nous avions mis en place un groupe témoin parce que nous pensions que peut-être c'était simplement le fait de venir au laboratoire qui les fascinait, qui les excitait et que c'était pour cela qu'ils faisaient plus attention au son. Donc nous avons pris 32 bébés qui venaient au laboratoire écouter des étudiants américains, leur parler en anglais. Même livre, même jouet, même longueur de session, mais ils entendaient de l'anglais. Et voilà ici le groupe témoin exposé à l'anglais pendant 12 sessions, ce qui n'a rien changé à leur capacité de compréhension du mandarin, ce qui était d'ailleurs le but de notre expérience. Mais voilà ce qui s'est passé chez les bébés qui ont été exposés au mandarin pendant 12 sessions. À cette phase critique de développement, c'est-à-dire à l'âge de 9 mois, les bébés ont tellement appris en écoutant simplement les étudiantes chinoises qu'ils étaient exactement au même niveau que les enfants de Taipei qui, eux, entendaient le mandarin depuis 10 mois et demi. Donc à ce stade du développement, si vous présentez une langue nouvelle à un bébé, il va absorber les informations concernant les sons de cette langue. D'autres expériences avec l'espagnol ont montré que non seulement les bébés apprenaient les sons, mais qu'ils apprenaient des mots d'espagnol qu'ils entendaient pour la première fois par rapport à des mots qu'ils n'avaient jamais entendus pendant les sessions. Eh bien, leur cerveau répondait à ces mots en espagnol. Donc les mots et les phonèmes sont absorbés en l'espace de 12 sessions. Et les bébés ont donné de tels résultats à cet apprentissage, dans ces sessions d'apprentissage implicite, que nous avons pensé que nous devions mettre en place une nouvelle condition. Qu'est-ce que
quelle est l'importance de l'être humain? Est-ce qu'il joue un rôle important dans cet apprentissage? Une approche statistique, le processus computationnel montre que les bébés doivent simplement entendre les sons et leurs cerveaux vont les absorber et ils vont apprendre. Mais nous avons commencé à penser qu'en fait la stimulation sociale jouait un rôle important aussi parce que les bébés avaient l'air d'être totalement fascinés par les étudiantes. Donc nous avons pris 32 bébés à qui nous avons fait regarder les mêmes sessions mais sur un écran de télévision, sur DVD. Ils entendaient les mêmes sessions, 32 nouveaux bébés qui écoutent les mêmes sessions en regardant un DVD sur un magnifique écran de télévision. Et un autre groupe témoin auquel nous ne faisions entendre que les sons, la langue, mais ils ne voyaient rien sur l'écran. Il y avait en fait un nounours sur l'écran et pas quelqu'un. Donc nous avions un groupe audio et visuel. Et qu'est-ce que nous avons fait au cerveau des bébés lorsqu'ils ont regardé les sessions sur la télévision? Voilà le résultat du groupe audio. Donc je répète, les bébés qui n'ont entendu que le son, mais n'ont vu personne sur l'écran, aucun apprentissage, rien. Ça n'a fait aucune différence qu'ils aient entendu 12 sessions d'audio. Ici, les conditions vidéo et là aussi, aucun apprentissage. Alors ça, évidemment, ça nous a énormément surpris. Parce que je peux vous dire que les bébés étaient fascinés par l'écran. Ils adoraient ce qui se passait sur l'écran. Ils regardaient l'écran, ils s'en approchaient. Quelquefois, ils faisaient un bisou à l'écran. Ils essayaient de prendre des jouets qui étaient dans l'écran. Donc, ils semblaient être très intéressés par ce qui se passait dans l'écran. Et pourtant, rien ne s'est passé dans leur cerveau. Aucun apprentissage. La leçon que nous en avons tirée, c'est que dans la biologie, il y a quelque chose de spécial qui est lié à l'interaction entre êtres humains. Nous avons donc besoin d'un stimulus social pour apprendre. C'est ce stimulus social qui déclenche, met en route les mécanismes d'apprentissage d'une manière très particulière. Et les bébés dans un environnement réel n'apprennent pas simplement en enregistrant la partie statistique avec une approche computationnelle, mais les expériences en laboratoire ont montré que écouter des syllabes pendant 2 minutes, ça permet d'apprendre quelque chose, mais ça ne dure pas dans le temps. Ce n'est pas suffisant pour apprendre une langue. Et une langue naturelle, c'est quelque chose de très complexe. Et les bébés mettent tout en œuvre, les statistiques, les mouvements humains. Ils utilisent tout ce qui est à leur disposition. Ils suivent les personnes du regard. Nous avons montré dans l'expérience avec l'espagnol que plus les bébés étaient socialement impliqués dans l'expérience avec la personne qui leur parlait, et mieux leur cerveau apprenait au bout des 12 sessions. Donc pour des phonèmes, pour des mots, avec le regard qui suivait l'étudiante, et par exemple si l'étudiante tenait un jouet et le décrivait en mandarin ou en espagnol, le bébé regardait le jouet, regardait l'étudiante, aller-retour entre les deux, pour s'assurer que l'étudiante regardez bien ce jouet lorsqu'il était nommé. Donc, ils utilisent leur capacité sociale, leur cerveau social pour cartographier l'information. Ce n'est pas que du computationnel, c'est en partie social. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il se passe. Est-ce que c'est le fait de suivre du regard ou est-ce qu'ils sont excités? Parce qu'ils sont très excités par ces sessions, ils adorent. Lorsqu'ils sont dans la salle d'attente, je peux vous dire qu'ils fixent la porte pour voir quand est-ce que l'étudiante va arriver. Ils sont très excités. Et les bébés qui venaient pour regarder les mêmes sessions sur la télévision ne montraient pas le même degré d'excitation. Ils aimaient ça, ils regardaient l'écran de la télé, mais ils n'étaient pas excités. Nous pensons qu'il y a quelque chose dans la biologie de l'apprentissage humain qui ne se limite pas à la machine. La machine ne fait pas la même chose. Et bon, maintenant le temps passe, je vais vous parler rapidement des enfants bilingues. Aux États-Unis, il y a en fait relativement peu de gens qui sont bilingues. Il y a de plus en plus d'enfants qui arrivent dans nos écoles qui ne comprennent pas l'anglais. En fait, leur langue maternelle est différente. Il y a pas mal d'hispaniques aux États-Unis dont la langue maternelle est l'espagnol. Et ils fréquentent des écoles américaines et lorsqu'ils y arrivent, ils ne comprennent absolument pas l'anglais. Or, les institutrices ne parlent qu'anglais. Et cela est vrai pour différentes langues et nous essayons de comprendre du point de vue de l'éducation et du cerveau comment on peut cartographier 2 langues dans un même cerveau. Et il y a des études très détaillées sur le cerveau et sur l'environnement naturel qui montrent que le fait d'entendre 2 langues a des effets intéressants. Le premier effet, c'est que cela prolonge la période pendant laquelle l'apprentissage se fait. Donc, au lieu des 2 mois, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 8 à 10 mois, il semblerait que le cerveau du bébé reste ouvert pendant une période plus longue. Donc, en fait, il n'y a pas de rétrécissement des capacités aussi rapidement que chez les autres bébés. Lorsque l'on entend 2 langues à la maison,
le rétrécissement de la perception est ralenti. Et c'est très important parce que cela montre que la biologie est affectée par la culture. Plus il y a de variabilité dans les langues que l'on entend, plus le mécanisme d'apprentissage sera long. Et le deuxième effet à avoir avec la flexibilité cognitive. Les bébés exposés à 2 langues montrent plus de flexibilité cognitive. Si vous leur soumettez un problème à résoudre et qu'ils ont un temps limité pour résoudre ce problème, ils seront plus rapides. Ils trouveront la solution plus rapidement et de façon plus précise. Ils trouveront une nouvelle solution pour un nouveau problème qui leur est soumis par rapport au bébé monolingue. Le fait de devoir en permanence passer d'une langue à l'autre a en fait rendu leur cerveau plus souple, plus réactif. Et cette flexibilité, elle ne vaut pas que pour la langue, elle vaut pour différentes autres choses. Et elle les aide à résoudre des problèmes en général. Maintenant, je voudrais vous parler un peu du développement du cerveau avant la fin de la session. Nous avons réalisé différentes mesures concernant le comportement, mais nous nous intéressons également aux méthodes les plus modernes pour mesurer ce qui se passe dans le cerveau. Vous avez vu tout à l'heure les enfants qui portaient ce petit bonnet pour l'enregistrement des potentiels liés aux événements, les ERP. C'est une méthode que nous utilisons depuis 10 ans et qui est très très bonne. Nous sommes intéressés par le cerveau, mais nous essayons de voir comment l'aspect social et les aires sociales et les aires du langage dans le cerveau interagissent. Nous avons fait différentes choses. Enfin, bon, c'est technique, hein. D'un point de vue des neurosciences, le cerveau des bébés n'est pas le même que celui des adultes. Le cerveau adulte, il a bien été cartographié. Il y a des modèles du cerveau adulte qui ont été cartographiés par les par les scientifiques, mais je ne vais pas passer en revue avec vous ce à quoi ressemble le cerveau moyen d'un adulte. Nous voulons en fait faire la même chose pour les bébés. Et nous essayons de le faire pour des bébés de 6 mois et des bébés de 12 mois. C'est complexe, mais au final, nous aurons une étude détaillée des cerveaux de bébés de 6 mois et des bébés de 12 mois. Et nous avons d'ailleurs maintenant beaucoup de cerveaux cartographiés pour pouvoir faire une moyenne. Et nous savons exactement où sont les structures dans le cerveau du bébé. Cela nous permettra de cartographier, de faire une sorte d'atlas pour pouvoir étudier des sections individuelles du cerveau et ensuite observer les tissus, matière grise, matière blanche, liquide céphalorachidien. Et voilà quelques mesures réalisées sur le cerveau qui sont très importantes parce qu'elles nous permettent de voir les relations entre la matière grise et certaines régions du cerveau, par exemple le cervelet. Donc non seulement les régions où se trouve le langage, mais également celles qui ont à voir avec l'apprentissage et la mémoire. Voilà des bébés individuels et leur matière grise dans leur cerveau. Ici, à cet endroit particulier, à droite du cervelet, vous voyez qu'il y a des relations entre les scores des bébés en matière de réceptivité au langage et la quantité de matière grise qui est contenue dans cette région particulière du cerveau. Nous avons également fait des mesures concernant la langue qu'ils entendent à la maison. Plus il y a de mots. Enfin, en Amérique, il y a différentes études qui ont montré que les enfants qui grandissent dans la pauvreté à l'âge de 5 ans ont entendu 30 millions de mots de moins que les autres enfants qui ont grandi dans des foyers plus riches. Parce qu'en fait, dans leur famille, on ne parle pas beaucoup. Et lorsque l'on mesure l'activité cérébrale des enfants qui grandissent dans d'une classe sociale défavorisée par rapport aux autres, la différence en matière de matière grise et matière blanche montre qu'il y a une corrélation avec l'acquisition du langage et la quantité de mots que les enfants ont entendus chez eux. Donc, il y a des zones très intéressantes du cerveau, l'hippocampe, il y a des corrélations très importantes. Et nous voyons qu'il y a des modifications dans le cerveau qui dépendent de l'environnement auquel l'enfant est exposé. Alors voilà, ce sont des mesures structurelles. Il y a d'autres mesures structurelles telles que le scanner du cerveau avec le DTI, la imagerie par tenseur de diffusion. Et vous voyez ici qu'il y a des espèces d'autoroutes du cerveau, des fibres qui permettent aux signaux électriques de se déplacer très rapidement d'une région du cerveau à une autre. Ce qui nous intéresse surtout, ce sont en fait ces autoroutes qui se trouvent autour du corps calleux, parce que c'est ici que se font les connexions au milieu du cerveau qui permettent à l'hémisphère droit de communiquer avec l'hémisphère gauche. Et nous sommes particulièrement intéressés par cette autoroute du langage que l'on appelle le fascicule arqué et la région de l'aire de Broca pour la parole qui est connectée avec l'aire de Wernicke pour l'écoute.
Et c'est ce qui est d'ailleurs, c'est la région qui est endommagée chez les adultes souffrant d'aphasie et même chez des enfants souffrant d'aphasie et de difficultés du langage. Je vais vous faire voir un petit vidéo d'un enfant de 12 mois qui montre les capacités que nous sommes en train de développer. Alors voilà, en fait, nous avons segmenté le cerveau, ici la surface, donc c'est un bébé de 12 mois et vous voyez les détails. Et ensuite, à l'intérieur du cerveau, il y a la tractographie qui montre les connexions avec le corps calleux. Vous avez le fascicule arqué chez un bébé de 12 mois. Et on peut voir qu'il y a des grosses différences individuelles entre les bébés de 12 mois. Vous voyez ici le fascicule arqué d'un bébé de 12 mois. Vous voyez où se trouvent les connexions. Et nous pensons que ces différences vont être liées à l'environnement auquel est soumis le bébé, à ses capacités de langage et au développement de ses capacités. Cela illustre que, en fait, d'un point de vue structurel, nous sommes capables de faire un certain nombre de mesures pour analyser la segmentation de la matière grise, la matière blanche, et l'imagerie par tenseur de diffusion nous permet de voir ces autoroutes de fibres. Et nous utilisons toute l'activité fonctionnelle du bébé. À l'heure actuelle, nous utilisons une nouvelle méthode, la magnétoencéphalographie ou MEG. C'est une machine qui ressemble à un énorme casque comme on en a chez le coiffeur, un truc qui viendrait de Mars. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement non invasif et sûr. C'est en fait un casque, c'est pour ça que je vous parle d'un casque de coiffeur. Et l'on s'assoit sous le casque et ce casque enregistre les champs magnétiques qui sont générés lorsque des millions de neurones se mettent en route tous en même temps. Et en fait, c'est un peu comme un stéthoscope. Cela écoute ce qui se passe dans le cerveau, cela enregistre, mesure les champs magnétiques avec des squids. Là, il y a 306 squids dans le casque avec des enregistrements des champs magnétiques. Et cela permet de déterminer avec précision, avec une précision millimétrique ou de millisecondes, où se déroule quelle activité dans le cerveau. C'est très important parce que cela permet d'enregistrer l'activité du cerveau. Ça ne fait pas de bruit, c'est non invasif, c'est tout à fait sûr et nous sommes les premiers au monde à Seattle à enregistrer l'activité cérébrale d'un bébé dans ce type de machine de magnétoencéphalographie. Donc le bébé écoute une langue, nous faisons des expériences pendant lesquelles le bébé écoute une personne ou bien écoute quelque chose qui se passe sur un écran de télévision. Et nous voyons ce qui se passe dans son cerveau, nous mesurons l'activité et nous observons les mouvements de la tête. Ici, en fait, il y a un enregistrement GPS qui nous montre exactement où se trouve la tête de la petite fille. Elle a des petits pellets sur la tête, elle peut se déplacer, bouger sa tête, elle est tout à fait à l'aise et nous voyons où exactement se trouve son cerveau à tout temps. C'est très élaboré, très complexe, mais en fait, le bébé est tout à fait à l'aise. Elle a une espèce de petit chapeau, donc, et nous numérisons, en fait, en marquant un peu partout sur le bonnet les points à enregistrer. Nous la mettons en position pour l'enregistrement. Elle a autour de la tête une sorte de couronne en caoutchouc qui lui permet d'être parfaitement à l'aise à l'intérieur du casque et de ne pas se cogner. Donc nous voyons l'activité à l'intérieur du cerveau. Voilà les données de la MEG dans la région auditive, dans la région motrice du cerveau. Chez des nouveau-nés, vous pouvez voir que lorsqu'ils entendent un mot, il y a une activité dans la région sensorielle, mais pas dans la région motrice. Et lorsque l'on passe au bébé de 6 et 12 mois, on voit en fait qu'il y a de plus en plus d'activité dans le système moteur, dans l'aire motrice du cerveau, parce que les bébés entendent des mots et leurs aires motrices concernant le langage se préparent pour répondre en fait au stimulus. Bon, je n'ai pas suffisamment de temps pour rentrer dans les détails, mais regardez cette aire motrice ici, l'aire de Broca, qui est très intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre ce qui se passe exactement lorsque des bébés entendent des sons à ces deux âges différents. Et lorsqu'ils essayent surtout d'imiter ce que nous disons, ce qu'ils nous entendent dire. En conclusion, je voudrais donc dire qu'il y a en fait de très nombreuses techniques disponibles. La science comportementale était en fait en tête depuis une trentaine d'années. Elle dominait un petit peu les recherches, mais il y a maintenant de nouvelles mesures avec les neurosciences qui nous permettent de faire des mesures très précises et d'enregistrer des différences individuelles chez des bébés du même âge et ensuite d'observer les modifications qui se produisent entre l'âge de 6 mois et 1 an, ou voire 1 an et demi, même 3 ans. C'est une période extraordinaire pendant laquelle nous allons comprendre ce qui se passe vraiment lorsqu'un enfant vit dans un certain environnement par rapport à un autre.
Et je crois que nous allons pouvoir répondre à un certain nombre de questions concernant l'apprentissage, la manière dont nous apprenons, ce qui fait que nous sommes différents de nos cousins animaux, ce qui fait que notre cerveau est capable d'absorber une telle quantité d'informations dans les stades précoces du développement et pourquoi cette absorption est modifiée par l'interaction sociale. Je pense que nous pouvons conclure en disant que l'apprentissage chez les bébés tel que l'imaginait Skinner n'est en réalité pas ce qui se passe lorsque des bébés interagissent avec des adultes et apprennent une langue. C'est un apprentissage implicite que l'on ne connaissait pas, dont on n'avait pas idée à l'époque où Skinner écrivait ses ouvrages concernant l'apprentissage. Mais cela va modifier nos théories de l'apprentissage. Et ces capacités computationnelles sont de toute évidence ce qu'utilisent les bébés pour enregistrer les statistiques dans l'environnement. Mais surtout, ce qui est important et ce qui est nouveau, c'est qu'ils obtiennent cette information dans un contexte social. Ce contexte social joue donc une sorte de rôle de portail d'entrée qui pourrait nous aider à comprendre l'autisme. Parce que les enfants qui souffrent d'autisme ne sont pas intéressés par le contact ou le signal social. Ils ont peur des voix modulées comme la langue des mères. Ils ne regardent pas les visages, ils n'aiment pas les yeux. Et en fait, la partie sociale de leur cerveau ne fonctionne pas de la même manière que des enfants dont le développement est normal et dont le cerveau fonctionne différemment. Ça les empêche peut-être de faire attention aux statistiques et cela nous permettra peut-être de mieux comprendre l'autisme. La langue des mamans est donc un signal idéal parce qu'il permet d'étaler la distribution et captiver l'attention des enfants. Les apprentissages phonétiques et les mesures précoces de l'attention au son permettent de prédire l'évolution du langage jusqu'à l'âge de 3 ans et nous avons des découvertes récentes qui montrent que l'on pourrait même aller jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc la capacité d'un bébé d'entendre des différences entre les sons à l'âge de 7 mois et demi permet de prédire quel sera son niveau, quelles seront ses capacités lorsqu'il passera des tests préscolaires à l'âge de 5 ans avant d'apprendre à lire. Et en fait, le bilinguisme va affecter le cerveau de deux manières. Cela va allonger la période critique qui ne sera plus de 2 mois, de 8 à 10, mais qui ira au-delà. Et cela modifie également la flexibilité cognitive. Le fait d'entendre 2 langues dès le plus jeune âge permet d'avoir un cerveau plus flexible sur le plan cognitif. Enfin, les neurosciences vont être un outil extrêmement intéressant au cours des 10 prochaines années. Nous allons beaucoup apprendre concernant le développement normal des enfants, mais celui également des enfants souffrant de handicap. Et en même temps, nous comprendrons peut-être ce qui change dans notre cerveau. Parce que si nous créons les conditions idéales qui permettent aux bébés d'apprendre, pourquoi est-ce que les cerveaux adultes n'apprennent pas aussi bien? Est-ce que l'on peut y faire quelque chose? Est-ce que l'on peut faire en sorte que le cerveau d'adulte reste aussi ouvert que celui des bébés? Donc, il y a une nouvelle théorie qui est en train de se mettre en place concernant un mécanisme d'apprentissage culturel qui est différent de ce que imaginait Skinner et différent d'ailleurs aussi de ce qu'imaginait Chomsky à son époque. Et lui, il pensait que le langage déclenchait une option qui était déjà présente dans le cerveau. Et en fait, non, c'est une construction dynamique qui donne au bébé la possibilité d'apprendre très très tôt, même avant l'âge de 1 an. Merci pour votre attention et il y aura peut-être des questions.